Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ce podcast dans le cadre d'Octobre Rose afin d'échanger et d'en apprendre un peu plus sur le cancer du sein, son dépistage, son diagnostic et la prise en soin de ses patientes. Nous sommes ici en compagnie de Bénédicte Soyer, infirmière pivot au centre Becquerel depuis maintenant bientôt 31 ans. Bonjour. Et le docteur Alban Poto, chirurgien au centre Becquerel également depuis plus de 13 ans. Bonjour Ambre. Alors concrètement, qu'est-ce que le cancer du sein ? Alors concrètement, le cancer du sein d'un point de vue clinique, c'est une tumeur qui se développe au niveau du sein et qui peut se développer également au niveau du mamelon. D'un point de vue scientifique, le cancer, et comme la plupart des cancers, ça correspond à des accumulations de mutations génétiques qui transforment une cellule qui, elle, va devenir en gros anarchique et se développer de manière incontrôlée et d'où le développement d'une tumeur sur la zone du sein. On entend également parfois parler de grade SBR. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, les cancers du sein sont classés effectivement en fonction, en gros, de leur agressivité. Vous pouvez avoir un petit cancer qui est très agressif ou un gros cancer qui est peu agressif. Le grade SBR correspond à cela. Ça reflète à peu près l'agressivité de la maladie. Dans l'édition de 2024 du Panorama des cancers, qui est un rapport rédigé par un ensemble de professionnels de santé travaillant pour l'Institut national du cancer, on estime à 61 214 le nombre de nouveaux cas en 2023. Le cancer du sein est la première cause de cancer chez la femme. Est-ce une tendance que vous remarquez également au centre Becquerel ? Cette augmentation n'est-elle pas liée à l'augmentation de dépistage par an ? Alors, effectivement, le cancer du sein, on en parle beaucoup parce que c'est un cancer qui est en augmentation dans les pays occidentaux. Aujourd'hui, vous avez une femme sur 8 qui, au cours de sa vie en Europe, développera un cancer du sein. Donc c'est quand même énorme, c'est vraiment un problème de santé publique. Et on le remarque bien évidemment au centre Becquerel, qui est spécialisé sur les cancers du sein, où on a chaque année de plus en plus de patientes qui viennent se faire traiter pour un cancer. Alors, bien évidemment, c'est lié à des facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque dans tous les cancers et dans le cancer du sein. Le premier facteur, c'est l'âge. On sait que plus on avance dans l'âge, plus on peut développer ces cellules anormales qui deviennent cancéreuses. Vous avez plein d'autres facteurs. Vous pouvez avoir les antécédents familiaux qui peuvent jouer également un rôle dans le cadre de la génétique. Et puis, vous avez des facteurs qui sont assez communs à la plupart des cancers, comme l'alcool, le tabac, l'obésité, la sédentarité ou une mauvaise alimentation, qui sont également des facteurs d'augmentation des cancers. La multiplicité de ces facteurs fait qu'aujourd'hui, en Europe, on a une augmentation assez importante des cancers du sein. Dans ce rapport, on parle également de l'absence d'allaitement qui pourrait être aussi un facteur de risque. Pouvez-vous en dire un peu plus sur ce sujet ? Alors, pour les cancers, on a aussi des facteurs protecteurs, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs qui nous permettent de nous protéger vis-à-vis des cancers. Alors, l'activité physique en fait partie d'ailleurs, mais vous avez aussi le fait d'allaiter. Ça a été prouvé que le fait d'allaiter, ça diminue le risque de cancer du sein. Et puis, en règle générale, tout ce qui fait diminuer le taux d'hormones dans le corps peut permettre de faire diminuer le risque de cancer. Donc la ménopause précoce, le fait d'avoir eu une ablation des ovaires vous protège aussi contre le cancer du sein. D'avoir des règles tardives vous protège également vis-à-vis du cancer du sein. Maintenant, on va plus parler de ce qui concerne le dépistage. On estime que 60% des cancers du sein sont détectés à un stade précoce. La mammographie de dépistage du cancer du sein est fortement recommandée et doit être réalisée tous les 2 ans chez la femme de plus de 50 ans. Et ce jusqu'à ses 74 ans. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de l'importance du dépistage ? En quoi l'autopalpation pourrait faire la différence dans le diagnostic de cette maladie ? Alors on parle de dépistage effectivement à partir de 50 ans, donc l'intérêt de l'autopalpation, c'est qu'elle peut être débutée bien plus tôt, dès l'âge de 25 ans. Un examen qui se fait chez soi, debout devant la glace, à faire à distance des règles, si c'est possible, plutôt une semaine après, parce que les seins sont souvent plus souples et moins douloureux. Et puis le fait de faire ça dès 25 ans fait que l'on connaît son corps et que l'on est à même d'identifier rapidement une modification ou un ressenti. Donc il existe de nombreux tutos et des centres qui procurent des documentations sur comment réaliser une autopalpation. Moi je vous invite à les consulter. Voilà pour ce qui est de l'intérêt en tout cas de l'autopalpation qui se fait donc avant
les 50 ans et avant cette mammographie de dépistage fortement recommandée. Donc comme vous le disiez, tous les 2 ans, il faut savoir que c'est un acte qui n'est pas douloureux, qui ne nécessite aucune préparation. Elle se fait au sein d'un centre radiologique de ville agréé, souvent double cliché, un de face et un de profil, dans une machine qui effectivement écrase un peu la glande mammaire, mais c'est de très courte durée. Et elle est importante effectivement pour éventuellement mettre en évidence une anomalie ou en tout cas s'assurer qu'il n'y en a pas. D'accord. Donc du coup, on peut se faire dépister uniquement dans ces lieux ou il y a d'autres endroits qui prennent en charge la mammographie de dépistage? Alors, quand vous recevez votre rendez-vous de mammographie de dépistage, vous avez associé des centres agréés. D'accord. C'est une mammographie qui nécessite 2 lectures. Donc effectivement, elle doit être faite dans des centres reconnus avec des radiologues qui ont les capacités de lecture. Et donc, tout à l'heure, on disait justement que c'était un examen qui était recommandé donc, chez la femme de plus de 50 ans. Qu'est-ce que vous pensez de l'âge de 50 ans? Alors, 50 ans, ça a été décidé à 50 ans parce que ça nous permet de dépister 80% des cancers du sein. Donc, la très grande majorité. C'est pour ça que ça a été déterminé à 50 ans. Mais ça veut dire quand même qu'il y a 20% des cancers du sein qui sont avant 50 ans. D'où l'autopalpation. Et c'est pour ça qu'il y a une campagne qui est faite pendant Octobre Rose pour que les patients de moins de 50 ans qui ont un risque, en tout cas, de développer un cancer du sein, puissent apprendre les gestes et avoir un diagnostic si besoin. Donc l'âge, 50 ans, c'est parce que c'est la grande majorité des patientes, mais ça n'empêche pas de toute façon d'aller voir son médecin quand on palpe quelque chose au niveau du sein et de lui demander une mammographie, alors qui n'est plus une mammographie de dépistage systématique, mais une mammographie de dépistage individuel. C'est tout à fait possible. Et bon, si malheureusement, à la suite de la mammographie, une anomalie est détectée, quels sont les examens complémentaires à réaliser? Comment est orientée la patiente? Alors, si ça se fait en ville, soit le centre est agréé et bénéficie des possibilités de faire une échographie mammaire et ensuite une ponction, donc une ponction biopsie qui va prélever des cellules afin de poser déjà un premier diagnostic, soit ce n'est pas le cas. Alors, si effectivement le centre de ville peut faire cela, la patiente pourra être dirigée vers le centre Henri Becquerel et bénéficiera d'une consultation chirurgicale. Elle verra un médecin de suite avec tous ses résultats. D'accord. Si elle n'a eu que sa mammographie et que le centre de ville n'est pas en mesure de faire le reste, elle peut bénéficier d'un suivi spécifique au centre Henri Becquerel dans le cadre de la journée sein. Ça a lieu tous les mardis. C'est donc un lieu, le centre, un jour le mardi et à la fin de cette journée, un diagnostic. On a pour cette journée un numéro dédié qui peut être contacté. Donc je vais vous le donner. C'est le 02 32 08 29 27. Et ce jour-là, en tout cas en identifiant le fait que vous avez déjà eu des mammographies, vous pourrez avoir un rendez-vous et votre prise en soin sera complète. D'accord. Une fois que le diagnostic du cancer du sein est posé, à quel moment intervient la chirurgie en tant que traitement? Est-ce que c'est une alternative ou c'est un choix de première ligne? Alors, quand le diagnostic est posé, les patientes sont envoyées, ce que disait Bénédicte, elles sont envoyées directement à la consultation d'un chirurgien. C'est le chirurgien qui est la porte d'entrée dans la prise en charge. Après, chaque dossier va être discuté en comité scénologie pour valider le meilleur traitement pour chaque patiente. En fait, le traitement, il est individuel. On décide d'un traitement en fonction de chaque personne. Et la chirurgie, ça fait partie des traitements. Vous avez, dans le cancer du sein, 4 traitements principaux. Le premier, c'est la chirurgie et c'est le plus fréquent en première position. C'est très souvent un traitement chirurgical en première position. Le deuxième, c'est la chimiothérapie et donc là, ce sont nos confrères oncologues qui prennent la suite. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la radiothérapie, donc les rayons. Ça, c'est le troisième traitement et c'est envoyé à un radiothérapeute. Et le quatrième traitement, c'est ce qu'on appelle l'hormonothérapie, qui est un traitement qu'on donne très souvent dans le cancer du sein, qui est en prévention. Voilà. Donc voilà les 4 principaux traitements, mais effectivement, la chirurgie intervient très souvent en premier, mais ce n'est pas systématique. On peut décider d'un traitement, par exemple, de chimiothérapie en premier pour certaines formes de cancer ou pour certaines patientes. D'accord, oui, c'est ce qui fait un peu la spécificité du traitement. Voilà. Pour chaque patiente, il y a un traitement qui est dédié et qui est décidé en commission pour chaque personne. D'accord. Et justement, on parle un peu de chirurgie conservatrice, non conservatrice. On entend souvent les termes de mastectomie ou de tumorectomie. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu? Alors, effectivement, dans le cancer du sein,
la question que les patientes se posent dès qu'elles arrivent, c'est est-ce qu'on va pouvoir me conserver le sein? C'est la grande question. Dans la mesure du possible, bien évidemment, on essaye toujours de conserver le sein. Voilà. Quand on fait ce qu'on appelle une tumorectomie, c'est qu'on enlève la tumeur. Voilà, en conservant le sein, donc c'est une chirurgie conservatrice. Quand on est malheureusement obligé de faire une mastectomie, c'est qu'on enlève l'ensemble de la glande, l'ensemble du sein, donc une chirurgie non conservatrice à ce moment-là. On entend aussi parfois le terme de chirurgie oncoplastique. Alors, l'oncoplastie, c'est un terme qui a été développé il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Le principe, c'était de pouvoir retirer une tumeur en conservant le sein et en pouvant garder un aspect harmonieux et esthétique au niveau du sein. Donc on a mêlé des techniques de chirurgie plastique mammaire à des techniques de chirurgie d'exérèse des tumeurs, donc on appelle ça oncoplastique. C'est un mélange de techniques qui nous permet d'obtenir des beaux résultats esthétiques chez les patientes qui ont une chirurgie conservatrice. D'accord. On sait aussi que le Centre Becquerel est très très impliqué dans tout ce qui va être association en lien justement avec la prise en charge de ces patientes. Quels sont les soins paramédicaux, les soins de support proposés par le centre justement en lien avec cette prise en soins? Alors, effectivement, le Centre Henri Becquerel a comme souci premier de tout axer autour du patient et de son parcours au centre. Donc, il faut déjà savoir que toute consultation médicale sera accompagnée d'une consultation infirmière dans différents domaines, soit pour préparer à une intervention, soit pour détecter des fragilités et donc des besoins. Et si les patients ont des besoins, nous avons un service qui s'appelle les soins de support, joignable avec un seul secrétariat dédié également, qui va accompagner la patiente sur tout son parcours. Les soins de support, c'est quoi? C'est de la kiné, c'est un psychologue, c'est une assistante sociale, c'est une diététicienne, c'est une socio-esthéticienne, c'est une sophrologue. Voilà, ce dont la patiente peut bénéficier sur tout son parcours. On a également des associations qui sont en lien avec le Centre Henri Becquerel, notamment pour la chirurgie, puisque nous, c'est notre domaine, je vais plus en parler, une association qui s'appelle Vivre comme avant, qui sont des bénévoles qui passent au sein du centre, voir les femmes, avoir une écoute active, échanger avec elles sur des conseils. On a aussi des associations de bénévoles qui font des coussins-cœurs pour nos patientes, qui font des sacs à redons pour celles qui sortent à la maison avec des drains. On travaille également en collaboration avec la ville, puisqu'on travaille avec des infirmières de ville pour mettre en place des retours à domicile de patientes qui ont eu des mammectomies et qui sortent avec une bouteille. Et il y a également, depuis maintenant quelques temps, ce que l'on appelle à Becquerel le Becquerel Lab, qui est en fait une réflexion faite avec des anciens patients, en collaboration avec les soignants et les médecins du centre. Également, il ne faut pas oublier aussi dans ce parcours les aidants. Et aujourd'hui, il existe ce que l'on appelle le Café des aidants, qui est une association aussi et qui permet aux aidants de se rencontrer autour d'un petit café, d'échanger sur leurs problématiques et parfois de trouver des solutions. Ça prend vraiment en compte la globalité. On essaye effectivement d'avoir une vision globale et d'avoir un accompagnement de qualité sur un parcours qui parfois peut être un peu complexe et pour les patients et pour leur entourage. Et donc pour tous ceux qui nous écoutent, quels conseils pouvez-vous donner? Comment nous, en tant que citoyens, on peut agir contre justement le cancer du sein? Alors, tout le monde peut agir. Tout le monde peut agir, rien qu'en communiquant déjà on agit. On en parle facilement, c'est plus tabou. Et du coup, ça incite les femmes à aller faire leur dépistage. Voilà. Que ça soit un dépistage systématique, un dépistage volontaire, donc lié à la demande au médecin traitant. Et puis, comme elles en entendent parler, les femmes, du coup, elles vont faire une autopalpation. C'est tout simple comme examen, mais ça peut sauver des vies. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que chaque personne peut participer à aider à la prise en charge du cancer dans toutes les manifestations qu'il y a actuellement avec Octobre Rose, que ça soit des courses à pied, que ça soit des ventes de gâteaux, de récolter de l'argent via des associations. Tout ça, ça nous aide. En fait, ça nous aide au niveau de la recherche, ça insuffle de l'argent dans la recherche parce que oui, bien évidemment, le soin, c'est pas gratuit. On a besoin de tout ça, on a besoin de toutes ces aides. Donc, rien que l'investissement dans une petite association où c'est mettre 10 € dans une course à pied, tout ça, c'est déjà des aides pour nous. Donc, je pense que chacun peut avoir à son niveau un rôle dans la prise en charge de tout ça.
Oui, tout à fait. Voilà. Et puis, ne pas hésiter à venir vers le centre. On a un service de communication qui peut effectivement vous orienter si vous êtes bénévole, si vous voulez mener une action, et puis en faire bénéficier le centre Henri Becquerel via des dons. Sachez que vous pouvez aussi nous contacter et qu'il n'y a aucun souci et que toute générosité, toute petite participation et toute petite confection est bienvenue. Tout le monde peut agir à son échelle au final. Voilà, Oui. tout à fait, quel que soit votre âge et quels que soient vos moyens. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci à vous d'avoir répondu à Merci, toutes nos Ambre. interrogations. J'espère que ce podcast vous aura plu et que vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur le cancer du sein et sur la prise en soin de ces patientes. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.